Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle page de l'actualité environnementale de ce lundi 23 octobre. Voici les titres. La 10e édition du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé-Sialo a officiellement fermé ses portes vendredi dernier par la clôture des expositions. Le compte rendu dans ce journal. En Égypte, la nouvelle société C2X compte investir 3 milliards de dollars dans la production du méthanol vert dans la ville de Sokuma. Et puis, le Burkina Faso a signé vendredi dernier un accord avec le groupe russe Rosatom. Cet accord lui permettra la construction d'une centrale nucléaire. Les précisions dans un instant. Le 9e jour du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé a été marqué le mercredi dernier par un panel axé sur l'entrepreneuriat agricole et l'accès des TPE et MPME aux marchés régionaux. C'était un rendez-vous riche en partage qui s'est déroulé sur le site du CITEF qui a accueilli cette 10e édition. Le compte rendu dans ce reportage. Les activités de cette 10e édition du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé-Sialo se sont poursuivies le mercredi 18 octobre autour d'une nouvelle thématique. Il s'agit de l'entrepreneuriat agricole et l'accès de très petites entreprises TPE et mouvement des petites et moyennes entreprises MPME aux marchés régionaux. Cette rencontre d'échange a connu la participation d'experts du secteur agricole comme le chef division promotion entrepreneuriat agricole, M. Akakbo Kofi Maoli, qui a parlé des enjeux et des défis du secteur de l'entrepreneuriat des jeunes au Togo. Selon lui, l'entrepreneuriat agricole au Togo est aujourd'hui comparable à un enfant qui rampe et qu'au fil du temps, ce secteur sera debout. Ce rendez-vous d'échange a également connu la participation de M. Salami Mouftaou, président du réseau des jeunes producteurs et professionnels agricoles du Togo, qui a parlé de son réseau qui rassemble tous les jeunes du secteur agricole, formés ou non. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont des centres de formation nationale qui s'installent et il y en a qui n'ont pas reçu des formations mais qui s'installent dans le domaine agricole. Donc le réseau s'ouvre à tout ce monde et les met ensemble histoire de réfléchir à leurs défis et accompagner leur épanouissement. Oui, je dirais qu'au-delà du jeune entrepreneur, le salon est une opportunité pour tout agriculteur. C'est l'opportunité de se faire connaître, de faire connaître ses produits. Également, c'est l'occasion de faire du B2B, de rencontrer les autres partenaires, les autres acteurs du secteur et de pouvoir créer des cadres pour pouvoir mieux faire connaître ses produits, avoir accès à des opportunités qu'on ne peut pas se permettre d'avoir si on est cloisonné dans son petit coin. À travers ce panel, j'ai vu qu'il y a grand monde qui n'avait pas connaissance du réseau. Ça a permis au réseau de se faire connaître, mais également nous avons échangé avec les autres acteurs du ministère, de la FAO, et aujourd'hui, je pense que nous partageons les mêmes défis. Nous avons la même vision, celui de vraiment redorer le blason de l'entrepreneuriat agricole. L'accès aux marchés régionaux et l'encouragement des jeunes à s'investir de plus en plus dans l'entrepreneuriat étaient également abordés dans ce panel. L'accès aux marchés régionaux, comme le panel l'a dit, il n'est pas aujourd'hui facile de passer des frontières avec ces produits sans respecter un certain nombre de conditions. Et je crois que l'État et les partenaires font des efforts en vue de permettre aux transformateurs et aux producteurs en général de pouvoir certifier leurs produits. Et comme ça, nous pourrons passer nos frontières tant africaines, pourquoi pas l'international. Donc c'est pourquoi nous appelons le gouvernement et les partenaires à accompagner davantage les promoteurs à la certification de leurs produits, parce que c'est vraiment pas facile aujourd'hui. L'entrepreneuriat agricole, comme toute autre entreprise, n'est pas aisé, surtout dans notre contexte africain où les accompagnements ont longtemps fait défaut et aujourd'hui également le financement reste un défi. Mais néanmoins, si nous sommes arrivés, nous sommes partis de rien et nous disons à nos jeunes frères de croire. Il faut y croire. Moi je dis toujours, quand on a la volonté, rien n'est impossible.
Cette rencontre d'échange a également connu la participation de Madame Ruth Atoglo, ingénieure en agribio, et du Dr Rezou Bodjona, psychologue de travail, et de plusieurs exposants de ce salon qui ont interagi. Ce panel a pris fin sur une note de satisfaction car les experts ont répondu aux inquiétudes de tous ces entrepreneurs présents. Il est nécessaire de revenir à la terre car la terre ne trahit jamais. Les rideaux sont tombés sur la 10e édition du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé Sialo 2023. Après plus de 10 jours d'exposition et de panels riches sur plusieurs sujets, les participants notent diversement cette 10e édition. Le reportage est signé Viva Samana avec les images de Imika Gati. L'édition 2023 du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé Sialo appartient désormais à l'histoire. Après 10 jours d'exposition de produits agricoles et des solutions innovantes à l'agriculture locale et sous-régionale, les exposants notent diversement cette édition. Le salon m'a beaucoup permis à découvrir beaucoup de choses. Sans vous mentir, nous ne sommes qu'à notre 2e année en avril et que je n'ai jamais assisté au salon de Sialo, c'est la première fois. Mais j'ai appris beaucoup de choses au bout de ce salon. Et ça m'a permis aussi de faire connaître mes produits à la population togolaise. Nous sommes vraiment contents de participer à cette foire et à laquelle nous avons eu beaucoup de contacts, beaucoup de potentiels clients et voilà, qui sont intéressés à nos produits. Parce que certains se disent qu'ils ne savaient pas qu'ils peuvent trouver ces produits ici localement. Ils pensaient que tout, ils devraient importer, mais à travers cette foire-là, nous nous sommes fait connaître et les gens savent que désormais, ils peuvent trouver les couveuses et les poussins d'un jour et les volailles donc nourries ici, engraissées, produits ici et engraissées ici. L'année passée, ça a été bien aussi. On a bien vendu. Cette année-là, on a vendu un peu parce que, bon, on ne sait pas, on a commencé au milieu du mois ou comment. Si c'était la fin du mois qu'on a commencé, ça allait nous arranger. Donc, comme ça coïncidait par la rentrée, nos clients qui nous visitaient, on n'a pas gagné assez de clients. Mais ça, c'est bon quand même. On apprécie aussi l'influence. On apprécie l'influence. L'année passée, ça a été bon, plus que cette année. Donc, je vois que c'est la rentrée qui a pesé sur les parents. Ils ne sont pas venus. Mais on compte revenir l'année prochaine aussi. Ça nous plaît tellement. Parce qu'on est venu, on a rencontré les étrangers. Avec les enseignements qu'on nous fait, ça nous a émerveillés. Donc, nous prions que les organisateurs gagnent aussi les moyens pour refaire et refaire. Nous allons venir. Ça nous a tellement plu. La clôture des expositions a eu lieu le vendredi 20 octobre dernier. Ceci met fin à 10 jours d'exposition, deux panels riches en partage sur les expériences avec des experts issus du ministère togolais de l'Agriculture et de ses partenaires nationaux et internationaux, ainsi que du secteur privé. Les participants repartent avec de nouvelles connaissances et espèrent les mettre en pratique pour développer et faire accroître la production agricole. Le rendez-vous est alors pris pour la prochaine édition avec l'espoir d'un résultat plus satisfaisant. Les autorités égyptiennes viennent de signer un accord avec la nouvelle société C2X pour un investissement de 3 milliards de dollars dans la zone portuaire de Soukouma. L'entreprise produira du méthanol vert pour le soudage des navires. Alessandra Adekombi. La décarbonation du transport maritime devrait s'accélérer dans le monde au cours des prochaines années. Et l'Égypte, qui abrite le canal de Suez où transite 10% du commerce maritime mondial, a sa partition à jouer. Ainsi, les autorités de ce pays d'Afrique du Nord viennent de donner le feu vert à C2X pour la mise en œuvre d'un projet de production du méthanol vert sur le site portuaire de Sokna, dans la zone économique du canal de Suez. C2X collaborera avec l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, le Fonds souverain d'Égypte, l'autorité des Égyptiennes de transport d'électricité pour la mise en place d'installations capables de produire 300 kg de méthanol vert par an dans la première phase. C2X a été lancé récemment avec pour mission de développer, de posséder et d'exploiter des installations de production de méthanol vert dans les lieux stratégiques.
Dans le cadre de cette stratégie, Max a réalisé son premier soudage au méthanol vert à Port Saïd en septembre dernier. L'opération a duré 6 heures et a été effectuée par OCI Global, l'un des plus grands producteurs mondiaux d'engrais azotés, qui explore désormais la piste de l'hydrogène vert et ses dérivés pour la décarbonation de plusieurs secteurs de l'économie mondiale. Pour l'heure, 25 porte-conteneurs capables de fonctionner au méthanol vert rejoindront sa flotte au début du premier trimestre 2024. L'objectif est la neutralité carbone d'ici à 2040. La contribution des pays africains à la dégradation de l'environnement et à ses impacts sur les changements climatiques n'est pas suffisante. En effet, cette contribution aux émissions de dioxyde de carbone se situe entre 3 et 5% des émissions mondiales. Pourtant, l'Afrique, comme d'autres régions du monde, doivent se tourner vers la transition énergétique. Un projet qui requiert des financements colossaux. Plus de précisions dans le récit qui suit. En Afrique, 6,5 milliards de dollars ont été consacrés en 2022 à des projets de développement sur le continent, dont 1,2 milliard dans le secteur de l'énergie, qui est pourtant un pilier important du développement du continent. Selon le rapport 2023 de Bloomberg NEF, les investissements dans les énergies renouvelables ont chuté de 35% en Afrique. Avec 1/5 de la population mondiale, l'Afrique ne reçoit que 3% des investissements mondiaux dans les énergies, soit 116 milliards de dollars en 2023. Et pour améliorer l'accès à l'énergie sur le continent, les leaders africains ambitionnent de doubler les capacités de production et d'investissement au cours de la prochaine décennie en mettant l'accès sur les énergies renouvelables. Dans un rapport de l'Agence internationale de l'énergie écrit conjointement avec la Banque africaine de développement, les deux institutions estiment qu'il faudra mobiliser 200 millions de dollars d'investissement d'ici 2030 pour que l'Afrique atteigne un accès universel à l'énergie tout en respectant ses objectifs climatiques. Les réalités changeantes du climat en Afrique et les perspectives connues à ce jour démontrent que le continent africain est l'une des régions du monde les plus vulnérables face aux risques climatiques. Ainsi, le secteur privé est appelé à financer d'ici 2023 plus de la moitié des investissements énergétiques en Afrique. À cet horizon, plus d'un quart de la production électrique pourrait provenir du solaire et de l'éolien, soit 8 fois plus qu'en 2020. Le gouvernement kenyan donne son quitus au Kenya Electricity Generating Company pour le réaménagement du barrage hydroélectrique de Godo, situé à l'ouest du pays. Sa capacité représente un progrès dans le secteur de l'énergie et est également porteur de croissance économique, de création d'emplois et d'amélioration des moyens de subsistance pour la population kenyane. Alessandra Dekombi nous en parle. Réuni récemment au conseil de cabinet au State Lodge à Kuzumu, à l'ouest du Kenya, le gouvernement a approuvé le projet de réaménagement du barrage hydroélectrique de Gogo. Il permettra donc le réaménagement des installations existantes sur les rives de la rivière Kuja dans la contrée de Migori. La centrale hydroélectrique mise en service en 1958 affiche une capacité de 2 MW et souffre de pannes fréquentes et difficultés d'approvisionnement en pièces détachées en raison de la vétusté de son infrastructure. Ce projet ne représente pas seulement un progrès dans le secteur de l'énergie, mais il est également porteur de croissance économique, de création d'emplois et d'amélioration des moyens de subsistance pour les communautés, tout en contribuant à la réalisation des objectifs en matière d'énergie propre. Le Kenya dispose déjà de l'un des mix électriques les plus diversifiés, installé de 2819 MW, dont 828 MW produits à partir de la géothermie. Une partie de l'électricité du réseau est également produite à partir du solaire photovoltaïque, de l'éolien ou encore de la biomasse. Mais le pays d'Afrique de l'Est continue tout de même d'importer des combustibles fossiles qui permettent de générer 949 MW selon Power Africa. Le Burkina Faso a signé vendredi dernier un accord avec Moscou pour la construction d'une centrale nucléaire. L'objectif est de diriger d'ici 2030 de nouvelles centrales dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest où au moins un quart seulement de la population a accès à l'électricité. Rafitou Mbereko.
Le Burkina Faso et le Mali ont signé chacun un accord avec la société russe Rosatom pour développer leur infrastructure nucléaire civile. Ces deux pays ont des soucis communs. Celui d'offrir à leur population un accès à l'électricité digne de ce nom. Le Burkina Faso est l'un des pays les plus moins électrifiés au monde. À peine plus de 20% de sa population est connectée au réseau et tout juste 5% en zone rurale. En effet, cet accord de coopération porte sur plusieurs points, notamment la sensibilisation des populations aux technologies nucléaires civiles, la formation du personnel, la mise en place d'installations de recherche et d'applications non énergétiques du nucléaire dans l'industrie ou l'agriculture, par exemple. Pour le Mali, l'accord signé avec Rosatom ne mentionne pas réellement de plan concernant la construction d'une centrale nucléaire dans le pays, mais plutôt une simple coopération autour du développement du nucléaire. Pourtant, au Mali, la majeure partie de l'électricité est issue du thermique, de ressources fossiles et coûteuses pour le pays. Mais le pays veut mettre pour l'instant l'accent sur le développement des énergies renouvelables, sur l'énergie solaire photovoltaïque surtout, mais aussi sur l'éolien et l'hydroélectrique. Rappelons que le continent africain ne compte jusqu'ici une seule centrale nucléaire en Afrique du Sud. Néanmoins, certains projets ont vu le jour depuis quelques années. En Égypte, un projet de centrale de 4800 MW, au Nigeria, au Kenya et au Rwanda, souvent liés avec la Russie. Toutefois, aucun n'a été encore abouti à l'exception du projet égyptien actuellement en cours. La construction, si possible, d'une centrale nucléaire au Burkina Faso resterait une grande première pour l'Afrique de l'Ouest. En France, la chasse aux marmottes est ouverte. La préfecture de la Savoie a autorisé pour 2 mois l'abattage de ce petit rongeur à la demande des agriculteurs. Ils l'accusent d'endommager leurs terres. 6 associations de défense de l'environnement ont attaqué l'arrêté qu'elles jugent anarchique. Rafitoun Béko pour le point. Après une décision prise par la préfecture du Savoie, les marmottes peuvent être chassées du 10 septembre jusqu'au 11 novembre. Interdite depuis 1992 en Italie, la chasse aux marmottes reste autorisée en France. L'année dernière, plus de 1000 marmottes ont été tuées sur tout le territoire, dont 423 en Savoie. Cette année, la préfecture du département a de nouveau autorisé cette chasse. Cet animal est reproché d'endommager les terres des agriculteurs. Mais plusieurs associations environnementales vont déposer un recours en référé devant le tribunal administratif de Grenoble en Isère pour contester l'arrêté relatif à l'abattage des marmottes. C'est une bataille qui commence, notamment avec les chasseurs et certains agriculteurs locaux. La marmotte est pourtant un animal protégé par l'annexe 3 de la Convention de la vie sauvage et du milieu naturel Europe. Selon le document officiel de la préfecture, les terriers creusés par l'animal dans les prairies occasionnent des blessures aux bovins, parfois aux exploitants avec des entorses, des casses de matériel de fauche, des dégradations de tuyaux d'arrosage. Lors de l'audience, le tribunal administratif de Grenoble, suite au recours déposé par ces associations environnementales, a contré l'autorisation préfectorale de cette pratique. L'existence d'une tempête solaire vieille de plus de 14 000 ans a été révélée par les chercheurs de l'Université du Leeds en Angleterre et du Collège de Paris en France. Cette découverte a été possible grâce à l'analyse des troncs d'arbres préhistoriques. Jusqu'ici, la plus grande tempête connue est celle survenue en 1859, dénommée Carrington. Léonce Sabou. Une analyse de troncs d'arbres préhistoriques a révélé l'existence de la plus grande tempête solaire vieille de plus de 14 000 ans. Notons qu'une tempête solaire survient lorsque le Soleil éjecte d'énormes volumes de particules énergétiques dans l'atmosphère terrestre. Jusqu'ici, la plus grande tempête solaire connue et observée était celle de 1859, connue sous le nom de Carrington. Ce phénomène avait entraîné la destruction des machines et créé une lueur donnant effet d'être en journée en pleine nuit. Néanmoins, une équipe scientifique internationale
issu de l'université de Leeds et du Collège de France, vient d'établir qu'il y a eu une tempête solaire plus importante il y a 14 300 ans. Ces chercheurs ont pu remonter aussi loin dans le temps et dater ce phénomène en arrivant à lire dans des troncs d'arbres préhistoriques originaires des Alpes du Sud. En découpant des échantillons de bois dans chaque cerne, ils ont identifié du carbone 14 de 14 300 ans. Éric Lagadec, astrophysicien, souligne que si du carbone 14 supplémentaire se forme, c'est parce que des particules d'énergie ont traversé l'atmosphère en provenance du Soleil. La connaissance de cet événement, vieux de plus de 14 000 ans, apporte ainsi de nouvelles lumières sur les activités du Soleil. D'après les travaux publiés du lundi 9 octobre dans la Royal Society et relayés par le journal Le Monde, si une tempête solaire similaire survenait aujourd'hui, elle détruirait une bonne partie de nos systèmes de communication et créerait des pannes énormes dans le réseau électrique. Il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que des troncs d'arbres permettent de lire le passé. Ils sont utiles pour avoir des informations sur le climat des siècles passés, permettant de comprendre année par année le fonctionnement de l'arbre et d'y voir des traces de sécheresse, d'inondations, d'éneigement et même d'ouragans. L'année 2023 ne finit pas de battre des records. Et le nouveau record qui pourrait être battu est celui des émissions de CO2. D'après une étude préliminaire, l'année 2023 en cours et on passe d'enregistrer une hausse de 1 degré Celsius en matière d'émissions du dioxyde de carbone. Vivas Amana. Les émissions de dioxyde de carbone pourraient augmenter de 0,5 à 1,5% d'ici la fin de cette année 2023. C'est ce que révèle une étude préliminaire menée par un groupe de scientifiques européens. En effet, les émissions mondiales de CO2 sont essentiellement dues à la combustion des énergies fossiles et sont les facteurs principaux du réchauffement de la planète. Elles continuent d'augmenter et rien qu'en 2023, on pourrait noter une progression d'environ 1% d'après les travaux du chercheur norvégien Glenn Peters. Ce dernier, qui dirige les recherches de l'Institut de recherche climatique Cicero, explique que si l'humanité veut atteindre ses objectifs de réduction de près de la moitié des émissions de la pollution carbone au cours de cette décennie, les émissions mondiales de CO2 auraient dû chuter d'environ 5% cette année. Cela pourrait ainsi limiter les effets dévastateurs et désastreux de ces émissions sur le climat. Cette situation rend difficilement tenable l'objectif le plus ambitieux des accords de Paris sur le climat lors de la COP21. Celui-ci visait à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels. Au-delà de ce seuil, les scientifiques préviennent un risque de déclenchement de dangereux points de basculement dans ce système climatique. L'Agence internationale de l'énergie avait déclaré en début d'année que pour la première fois, la demande mondiale de pétrole, de gaz et de charbon devrait atteindre son maximum au cours de cette décennie. Cette augmentation se justifie par la croissance spectaculaire des technologies énergétiques plus propres et plus respectueuses de l'environnement. Le chercheur Glenn Peters trouve que la moitié du travail est fait en développant les énergies propres. Mais l'autre part du travail qui consiste à s'éloigner des combustibles fossiles n'est pas considérée. Il faudra alors trouver et mettre en place des mécanismes pour trouver des solutions rapides aux émissions de gaz à effet de serre. Ainsi se referme cette page de l'actualité environnementale. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes et excellente semaine à tous.